camarades. Donc on va pouvoir commencer donc la 4e séance de l'école de formation du Parti des travailleurs. Donc on avait pu aborder différents sujets. La dernière séance était portée sur la question de la commune comme premier gouvernement ouvrier de l'histoire. Et cette semaine, on va aborder justement la question de la construction de la deuxième internationale et donc l'histoire de la construction de la deuxième internationale. Donc pour ça, je laisse la parole au camarade qui va pouvoir introduire le sujet. Merci. Alors, cette période, plus exactement même on pourrait dire cette époque, elle s'étend donc entre la chute de la Commune de Paris en 1871 jusqu'à l'éclatement de la Première Guerre mondiale en 1914. Entre ces deux dates a été fondée, dans les conditions qu'on va examiner rapidement, la deuxième internationale qu'on appelait également l'internationale ouvrière. Alors on verra qu'il s'agit dans plusieurs domaines d'une époque irrémédiablement révolue, mais ça ne signifie pas que nous n'ayons pas à en tirer des enseignements extrêmement importants pour les combats d'aujourd'hui, bien au contraire. Comme vous l'avez vu dans la précédente séance, enfin pour ceux qui étaient là en tout cas, la terrible répression de la Commune de Paris, premier gouvernement ouvrier de l'histoire, a entraîné la fin de la première internationale, l'Alliance internationale des travailleurs, qui a été dissoute en 1875. C'était l'une des conséquences de la vague de réaction qui déferla sur l'Europe après la chute de la Commune. Néanmoins, Friedrich Engels, le compagnon de Karl Marx, dans la préface de 1890 à l'édition allemande du Manifeste du Parti communiste de 1847, pouvait écrire ceci, je cite, « L'internationale, donc la première, au moment de sa dissolution en 1875, laissait les travailleurs dans un état tout différent de celui où elle les avait trouvés en 1864, c'est-à-dire la date de fondation de la première internationale. De fait, les principes du manifeste avaient fait des progrès considérables parmi les travailleurs de tous les pays. » Fin de citation. En effet, la recomposition du mouvement ouvrier s'opère lentement mais sûrement. En France, le mouvement ouvrier mettra une dizaine d'années à se remettre de la catastrophe de la Commune. C'est en Allemagne que se déplace son centre de gravité. Avant même la Commune, en juillet 1870, Marx avait écrit à Engels, je cite, « Le centre de gravité du mouvement ouvrier est désormais passé de la France en Allemagne, et il suffit de comparer le mouvement dans les deux pays depuis 1866 pour voir que la classe ouvrière allemande, tant du point de vue de la théorie que de celui de l'organisation, est supérieure à la classe ouvrière française. » Fin de citation. En 1875, au congrès de Gotha, l'Association générale des ouvriers allemands, qui était la première organisation indépendante de la classe ouvrière allemande, fondée par Ferdinand Lassalle, et le Parti social-démocrate des travailleurs dirigé par les marxistes Liebknecht et Bebel, fusionnent pour constituer l'Union socialiste des travailleurs qui adoptera au congrès d'Erfurt en 1891 le nom de Parti social-démocrate d'Allemagne, SPD, sous lequel il est encore connu de nos jours. Ce parti va connaître un développement continu malgré les lois antisocialistes du chancelier Bismarck entre 1878 et 1890. Entraînant à sa suite la constitution des syndicats, la social-démocratie allemande va parvenir à construire un édifice d'une telle puissance qu'on a du mal à concevoir aujourd'hui une telle forteresse, véritable contre-État prolétarien dans l'État bourgeois militaro-policier de l'Empire allemand. À la veille de la guerre de 14, la social-démocratie allemande compte plus d'1 million d'adhérents. Aux élections législatives de 1912,
Elle rassemble plus de 4 millions de voix aux élections législatives. Elle édite 90 quotidiens. Elle compte 110 députés au Reichstag et 2886 élus municipaux. Elle organise la vie des travailleurs allemands dans tous ses aspects. Le parti, l'organisation des femmes travailleuses, l'organisation de jeunesse, le syndicat, plus exactement les syndicats, les coopératives, les clubs sportifs, les bibliothèques, etc. Ruth Fischer, qui adhère en 1914 alors qu'elle est étudiante, raconte, je cite, « Le Parti social-démocrate allemand devint une manière de vivre. Il donna à l'ouvrier allemand dignité et statut dans un monde à lui. » Fin de citation. Et Rosa Luxembourg pouvait dire que le Parti social-démocrate n'est pas lié aux organisations du mouvement ouvrier, il est lui-même le mouvement ouvrier, et elle insiste sur le thème « est ». C'est ainsi que la social-démocratie allemande devint la pointe avancée du combat pour l'internationale ouvrière. Il sert de modèle aux autres partis ouvriers, si on accepte la France, qui se constituent dans tous les pays à cette époque marqués par un puissant développement des forces productives et de la plus importante d'entre elles, le prolétariat industriel, qui croît en nombre et en densité sociale et dont le poids social s'exprime par la lutte de classe à travers ses organisations, partis et syndicats ouvriers. L'époque de la Deuxième Internationale, c'est celle pendant laquelle, comme l'écrit Léon Trotsky en 1932, et qu'on cite d'ailleurs très souvent, et à mon avis à juste titre, au cours de plusieurs dizaines d'années, les ouvriers ont construit à l'intérieur de la société bourgeoise, en l'utilisant tout en luttant contre elle, leur bastion, leur foyer de démocratie prolétarienne, les syndicats, les partis, les clubs de formation, les organisations sportives, les coopératives, etc. Le prolétariat ne peut arriver au pouvoir dans le cadre formel de la démocratie bourgeoise, mais par la voie révolutionnaire. Cela est démontré aussi bien par la théorie que par l'expérience. Mais c'est précisément pour cette voie révolutionnaire que le prolétariat a besoin de bases d'appui de démocratie prolétarienne à l'intérieur de l'État bourgeois. C'est à la création de telles bases qu'apportait le travail de la Deuxième Internationale, à l'époque où elle remplissait encore un rôle historique progressiste. Fin de citation. Contrairement à l'Allemagne, en France, le mouvement ouvrier qui se remet peu à peu de la défaite de la Commune se présente extrêmement divisé. Ce n'est qu'en 1905 que les nombreuses fractions du socialisme français, après plusieurs tentatives infructueuses, parviennent à s'unifier dans le Parti socialiste, section française de l'Internationale ouvrière, la SFIO. Encore y faut-il l'intervention obstinée de l'Internationale pour aboutir à ce résultat. À la fin des années 1880, où déjà existe en Allemagne un parti ouvrier unifié, il n'existe pas moins de 4 principales fractions qui se combattent avec acharnement. Le Parti ouvrier français de Jules Guesde et Paul Lafargue, qui se réclame du marxisme et de sa proximité avec la social-démocratie allemande. Le Parti socialiste révolutionnaire d'Édouard Vaillant, qui lui vient du blanquisme. Alors, vous avez certainement entendu parler du blanquisme au moment de l'exposé sur la Commune de Paris. Blanquisme qui descend presque directement de la Révolution française à travers Buonarroti. Le Parti ouvrier socialiste révolutionnaire de Jean Allemann, marqué par le syndicalisme et l'anarchisme. La Fédération des travailleurs socialistes de Paul Brousse, qui prône ce qu'on appelle le possibilisme, c'est-à-dire un socialisme de réforme ponctuelle et la conquête progressive des pouvoirs publics. Sans compter les socialistes indépendants, qui sont pas rattachés à ces 4 grandes formations, parmi lesquels Jean Jaurès est la figure marquante. Pour compléter le tableau, en France, il faut souligner le développement d'un mouvement syndical original, en partie marqué par l'influence anarcho-syndicaliste, notamment par Fernand Pelloutier, qui est dirigeant des Bourses du Travail, qui, confronté à la division des partis socialistes,
décide, à partir des syndicats de base, de les fédérer à la fois sur le plan professionnel par les fédérations de métiers et d'industrie, qui aboutiront d'ailleurs à la création des fédérations nationales d'industrie, et sur le plan local par les bourses du travail, qui deviendront d'ailleurs ultérieurement, en 1914, les unions départementales. La fusion des fédérations et des bourses aboutit à la création de la Confédération Générale du Travail, CGT, qu'on connaît encore aujourd'hui, bien que sur une forme quelque peu différente. Celle-ci connaît donc un développement parallèle à celui des partis ouvriers, contrairement à ce qui se passait en Allemagne, où le mouvement syndical procède de la social-démocratie, ou différent de l'Angleterre, puisque en Angleterre, c'est le processus inverse, puisqu'on verra que c'est la centrale syndicale, le congrès des traits d'union, le TUC, qui décide de créer le parti travailliste, le Labour Party. Et donc la CGT connaît un développement parallèle, contrairement à ces deux pays. Comme eux, c'est-à-dire comme les partis ouvriers, la CGT se prononce pour l'abolition du patronat et du salariat par l'expropriation des capitalistes, tout en préservant jalousement son indépendance à leur égard, notamment par défiance pour la politique très électoraliste des partis ouvriers, y compris les plus à gauche. Là, on peut faire référence à la charte d'Amiens, qui a été adoptée au Congrès confédéral à Amiens, donc en 1906, sur laquelle d'ailleurs on pourra revenir éventuellement dans la discussion. Au début du XXe siècle, les grands partis ouvriers sont presque partout constitués, en liaison directe ou indirecte, ou sans liaison avec les centrales syndicales. On a parlé en Allemagne du SPD et de ce qui s'appelle les syndicats libres, donc la Confédération des syndicats libres. En France, la section française de l'Internationale ouvrière et la CGT, bien que, comme vous venez de le voir, ils ne sont pas liés, mais au contraire, ils connaissent un développement parallèle et même quelquefois antagonique, mais pas toujours. En Espagne, le Parti socialiste ouvrier espagnol, le PSOE, et l'UGT, qui sont eux-mêmes confrontés à un puissant courant anarcho-syndicaliste, très important pour ce pays-là, qui s'appelle la Confédération nationale du travail, la CNT, qui elle sera fondée en 1910. Et le Parti ouvrier social-démocrate de Russie, qui sera fondé en 1903. On pourrait mentionner également le Parti ouvrier belge. Alors, je ne me souviens plus exactement en quelle année il a été constitué, je crois à la fin des années 1880. Et évidemment, toutes les formations social-démocrates, notamment dans le nord de l'Europe, en Scandinavie, en Hollande, etc. Friedrich Engels, avant sa disparition en 1895, c'est-à-dire 6 ans après la fondation de l'Internationale ouvrière en 1889, qui procède d'ailleurs de la centralisation dans l'Internationale ouvrière de tous les partis dont on vient de parler, avait écrit la chose suivante. Là où il s'agit d'une transformation complète de la société, il faut que les masses elles-mêmes coopèrent. Mais pour que les masses comprennent ce qu'il y a à faire, un travail long, persévérant est nécessaire. C'est précisément ce travail que nous faisons maintenant, et cela avec un succès qui met au désespoir nos adversaires, parce qu'on le verra, l'international, comme on l'a vu en Allemagne, connaît un développement quasiment continu, et même s'il y a des inégalités importantes entre pays, un développement à peu près général. Engels explicite ainsi ce que signifie à cette époque la devise qui était celle de la première internationale, et qui figure d'ailleurs en bonne place sur la première page de la Tribune des travailleurs, à savoir « L'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes ». Et pour que cela soit possible, il est nécessaire que la classe ouvrière s'organise comme classe consciente de ses intérêts et de sa mission historique à travers donc ses syndicats et ses partis. Une fois à ce stade de l'exposé, on peut se demander comment il se fait que cet édifice aussi imposant, que cet ensemble de grandes organisations apparemment unies pour le même but, puisqu'à l'époque, personne
dans l'Internationale, ne conteste le but final, c'est-à-dire la prise du pouvoir politique par la classe ouvrière et l'instauration du socialisme, comment se fait-il que cet édifice aussi important ait pu sombrer aussi brusquement le 4 août 1914, alors qu'il paraissait au fait de sa puissance? Car en effet, il s'agit bien d'un naufrage. Du jour au lendemain, les dirigeants des partis de l'Internationale appellent leurs prolétariats respectifs à s'entrégorger pour défendre leur patrie capitaliste. Et cela au mépris des résolutions de l'Internationale et de ses sections, par exemple le Congrès international de Stuttgart en 1907 et celui de Bâle en 1912, qui condamnent évidemment non seulement la guerre impérialiste, mais en préparation, mais qui appellent les masses ouvrières à se mobiliser sous l'égide de l'Internationale contre le déclenchement de la guerre impérialiste. Pour le comprendre, il faut revenir à un certain nombre d'éléments. Et d'abord, sur ce qu'on appelle l'existence, d'une manière ou d'une autre, dans tous les partis de l'Internationale, de ce qu'on va appeler le courant opportuniste. Il faut rappeler que dès les origines du mouvement ouvrier, les marxistes ont été amenés à combattre des courants qui entendaient se situer sur le terrain de l'adaptation au système capitaliste et de la collaboration avec l'État bourgeois. Et ça, dès avant la création de la deuxième internationale. Puisqu'il faut se souvenir, par exemple, qu'en Angleterre, Marx et Engels avaient combattu âprement les dirigeants ouvriers britanniques qui avaient condamné l'internationale pour avoir soutenu la Commune de Paris. Il faut se souvenir, par exemple, de l'ouvrier Tolin, membre de l'internationale, qui sera élu à l'Assemblée de Versailles. Et qui donc, pour ça d'ailleurs, sera exclu de l'internationale par le Conseil général, sur proposition de Marx. Et à la création de l'internationale ouvrière en 1889, Engels écrivait à son ami Sorgue, je cite, « Réapparaît la vieille coupure de l'internationale, donc la première. Les adversaires sont les mêmes, sauf que l'enseigne anarchiste est changée par l'enseigne possibiliste, commerce de principe avec la bourgeoisie contre des concessions de détail, et surtout contre des postes bien payés pour les chefs. » Fin de citation. Ces courants qu'on appelle opportunistes existent dans tous les partis de l'internationale, et ils reflètent la pression exercée par la classe dominante et son État sur le mouvement ouvrier. En Angleterre, je l'ai parlé à l'instant, l'opportunisme, depuis longtemps existant dans le mouvement ouvrier britannique et bien connu de Marx et Engels, s'exprime par l'alliance avec le Parti libéral et le refus de constituer un parti de classe séparé, opposé à tous les partis bourgeois. Le Labour Party, dont j'ai parlé tout à l'heure, ne sera constitué par le Congrès des Trade Unions qu'en 1906. Et l'histoire de l'opportunisme des dirigeants ouvriers anglais ne s'arrêtera pas là. En France, ce courant opportuniste s'exprime sous la forme de ce qu'on a appelé le ministérialisme, c'est-à-dire la participation de socialistes à un gouvernement bourgeois. Ça a été le cas du militant socialiste Millerand, Alexandre Millerand, qui a participé, après l'affaire Dreyfus, au nom de la défense de la République, à un gouvernement bourgeois. Le ministérialisme a été combattu sévèrement en France par Guesde et par Vaillant, mais il a été soutenu par Jaurès. On verra d'ailleurs ce qu'il en sera par rapport à la discussion qu'il a soulevée dans l'international. En Allemagne, ça prend une forme un peu différente, mais sur le fond c'est un peu la même chose. C'est l'adaptation à la constitution monarchique, puisque bon, c'est l'Empire allemand, donc c'est une constitution monarchique, au nom de la défense des organisations pour éviter de nouvelles lois antisocialistes et la répression. C'est-à-dire que pour éviter la répression, on s'adapte et on évite de trop en dire. Pourtant, Engels, en 1891, avait écrit dans sa critique du programme d'Erfurt, je cite, « Il faut attaquer la constitution monarchique d'une façon ou d'une autre, et ce qui prouve précisément aujourd'hui combien cela est nécessaire, c'est l'opportunisme qui commence à exercer ses ravages dans une grande partie de la presse social-démocrate. Dans la crainte de renouvellement de la loi contre les socialistes, on veut maintenant que le parti, donc le Parti social-démocrate, reconnaisse la situation légale présente en Allemagne comme pouvant suffire tout d'un coup
au parti à réaliser toutes ses revendications par la voie pacifique. Fin de citation. Plus tard, après la disparition d'Engels qui meurt en 1895, l'opportunisme dans le parti allemand passe à l'offensive en 1899, sous l'égide d'Edouard Bernstein, qui d'ailleurs était un proche d'Engels. On l'appellera révisionnisme, parce que son chef de file, Bernstein, que je viens de citer, remet en cause, c'est-à-dire révise, le socialisme scientifique au profit d'une social-démocratie dite pratique, limitant ses actions aux réformes compatibles avec la société capitaliste existante dans le cadre de l'Empire allemand. Mais face à ces courants divers, l'international maintient son caractère révolutionnaire. Ça, je pense que c'est très important. L'opportunisme ne triomphe pas dès ces années-là. Le révisionnisme de Bernstein est condamné au congrès de Dresde en 1903. Le ministérialisme français est condamné au congrès d'Amsterdam en 1904. Et c'est d'ailleurs ce congrès qui ouvre la voie à l'unification du socialisme français dans un parti de classe, la SFIO, en 1905. Sauf que, notamment à partir de 1907, c'est de moins en moins dans les congrès que se décident les destinées de l'Internationale ouvrière et de ses sections. Pourquoi 1907 ? J'y viens rapidement, c'est parce qu'en 1905, il y a eu un événement très important, qui est l'éclatement de la première révolution russe, qui voit d'ailleurs surgir les premiers soviets. Et ça, bon, ça sort un peu du cadre de cette séance de formation, et qui donne un espoir considérable aux partis ouvriers dans le monde entier, et notamment à la gauche de ces partis, qui voient un point d'appui pour lutter plus efficacement contre l'opportunisme. Sauf que, à la fin de 1906, la révolution de 1905 est défaite, et donc il y a une vague de réaction qui s'installe dans toute l'Europe et qui évidemment a des conséquences, des répercussions sur le mouvement ouvrier organisé. Donc c'est pour ça qu'à partir de 1907, l'opportunisme, un instant renvoyé à ses chères études par les congrès internationaux de 1903 et 1904, peut revenir à la charge. Et en même temps, dans le SPD, on va parler un peu de l'Allemagne, puisqu'on parlait du révisionnisme, dans le Parti social-démocrate, dans le SPD, les syndicats, la bureaucratie dirigeante commence à s'élever au-dessus de la masse des adhérents pour devenir de plus en plus incontrôlable. Il faut dire que les progrès, aussi bien du SPD que des syndicats, ont provoqué, l'existence d'un appareil de plus en plus important, parce qu'il faut des permanents pour administrer les 90 quotidiens qui sortent dans toute l'Allemagne, il faut gérer l'activité quotidienne du parti et des syndicats, il faut des responsables à tous les niveaux, il y a des responsables par exemple qui animent les fractions professionnelles du SPD, qui est un parti très centralisé et très discipliné, il faut des permanents également pour animer le groupe parlementaire, qui est très important, etc., etc. Alors, en soi, c'est pas anormal qu'une organisation ouvrière qui grandit, qu'elle ait un appareil plus important, c'est pas tellement le problème. Le problème commence quand l'appareil commence à s'élever progressivement au-dessus de la masse des adhérents et devient de plus en plus incontrôlable. L'historien américain Karl Schorske peut écrire, je cite, « Ce que le fonctionnaire du parti désirait avant tout, c'était la paix et l'unité dans l'organisation, ce qui en faisait l'adversaire naturel de la critique et du changement. Et comme la pression pour le changement venait toujours plus vigoureusement de la gauche du parti, le fonctionnaire s'identifiait toujours plus à la droite. » Fin de citation. En France, un phénomène analogue se produit par l'autonomisation croissante des élus au Parlement et dans les municipalités, dans un parti de plus en plus tourné vers l'électoralisme et l'adaptation à la République parlementaire bourgeoise, qui, faut-il le rappeler, n'est qu'une forme de l'État bourgeois. Bien entendu, on n'est pas indifférent, et on ne pouvait pas être indifférent à l'époque à la forme de l'État bourgeois. C'est pas pareil quand on est, par exemple, dans l'Empire tsariste, où
très souvent le parti ouvrier fonctionne clandestinement, que dans la République parlementaire bourgeoise, où il y a quand même le droit d'organisation, où il y a quand même un certain nombre de droits, le droit syndical par exemple. Le droit de constituer des syndicats est acquis dès 1884 et ensuite la Confédération pourra s'organiser à peu près librement. Je dis bien à peu près, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du tout de répression, mais ce n'est pas la même situation que par exemple dans l'Empire tsariste ou même dans d'autres États où évidemment toutes ces libertés n'existent pas. Cela dit, ce n'est quand même qu'une forme d'État bourgeois, et là on a tendance à oublier quelque peu les enseignements de Marx pendant et après la Commune de Paris, que vous avez vu certainement pendant la séance précédente, et notamment dans les conclusions qui tirent de l'expérience de la Commune de Paris, à savoir que le prolétariat ne peut pas prendre l'État dans sa forme toute faite pour le mettre à son service, mais qui doit briser l'appareil d'État pour constituer un État totalement différent, dans ce cas-là l'État commune, et on verra plus tard, pendant la Révolution russe, que cet État prendra la forme du gouvernement soviétique après la victoire de la Révolution d'octobre. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. D'autre part, la croissance presque ininterrompue des organisations, partis et syndicats. Il ne faut pas oublier quand même que là, on est dans une situation d'expansion capitaliste. L'obtention de réformes, bien que restant très limitée quand même. L'augmentation des résultats électoraux. Donc la croissance continue des organisations, aussi bien sur le plan politique que syndical, ont pu laisser croire, notamment dans les organismes dirigeants et dans l'appareil des permanents, fonctionnaires des partis et des syndicats, à une montée pacifique, automatique, du mouvement ouvrier pouvant aboutir, dans un avenir indéterminé, mais sans douleur, à la société socialiste par la voie parlementaire. Parallèlement, et d'ailleurs en relation avec ça, la longue phase d'expansion du capitalisme depuis 1871, pratiquement sans crise, pas de crise commerciale majeure, sauf un peu en 1900, pas de crise industrielle comme il y avait avant avec les crises périodiques, et surtout le passage à la fin des années 80 à un capitalisme de monopole, parasitaire, notamment avec l'expansion des dépenses militaires, la dette publique et la spéculation qui en découle, et pourrissant, a conduit à l'embourgeoisement d'une mince couche de travailleurs privilégiés, bénéficiant, comme dit Lénine, des miettes du festin impérialiste, et à la corruption d'une partie du personnel dirigeant et de l'appareil du mouvement ouvrier, tout en continuant à exploiter et à opprimer encore davantage la masse du prolétariat. Vous voyez qu'il y a des différenciations qui commencent à s'opérer dans les organisations, entre les directions et la masse des adhérents. C'est ainsi que Lénine explique comment l'opportunisme s'est transformé à cette époque-là, c'est-à-dire à la fin des années 1880, au début du XXe siècle, à partir de cette époque-là, mais progressivement, en social-impérialisme et en social-chauvinisme. Il explique dans un texte de 1916 les choses suivantes. Sur la base économique indiquée, le capitalisme parvenu à son stade impérialiste, les institutions politiques du capitalisme moderne, la presse, le Parlement, les syndicats, les congrès, etc., ont créé à l'intention des ouvriers et des employés réformistes et patriotes, respectueux et bien sages, des privilèges et des aumônes politiques qui correspondent aux privilèges et aux aumônes économiques. Les sinécures lucratives de tout repos, dans un ministère, ou au comité des industries de guerre, ou au Parlement, dans diverses commissions, dans les rédactions de solides journaux légaux, ou dans les directions des syndicats ouvriers non moins solides et d'obédience bourgeoise, voilà ce dont use la bourgeoisie impérialiste pour attirer et récompenser les représentants et partisans de ce qu'il appelle les partis ouvriers bourgeois. Ainsi s'est effectué le passage des bureaucraties ouvrières, c'est-à-dire la dégénérescence bourgeoise des bureaucraties ouvrières, sur la ligne de défense de leur impérialisme
de leur État militariste bourgeois, alors avec des arguments différents. Par exemple, dans le cas français, il fallait défendre la République démocratique française contre le militarisme de l'Empire allemand, contre l'agression du militarisme de l'Empire allemand. Côté allemand, il fallait défendre les grandes organisations ouvrières allemandes contre la coalition de l'entente franco-anglaise avec le tsarisme russe, qui était, c'était reconnu par tous, le bastion de la réaction européenne. Ce sera donc le vote des crédits de guerre par les députés socialistes français et allemands le 4 août 1914, consacrant donc par là même la liquidation de la Deuxième Internationale. Pour conclure, je voudrais reprendre quelques enseignements pour les combats d'aujourd'hui. D'abord, en mentionnant que la faillite de la Deuxième Internationale en 1914 ne signifie pas l'anéantissement de son œuvre historique. Par la construction du mouvement ouvrier moderne, par son organisation en partis et syndicats ouvriers, elle a constitué la classe ouvrière comme classe, c'est-à-dire comme classe qui pouvait prétendre, qui pouvait revendiquer l'exercice du pouvoir en en excluant la bourgeoisie pour constituer un nouveau système qui pouvait permettre de satisfaire les besoins de la population. Elle a édifié les bastions de démocratie prolétarienne dont parlait Léon Trotsky, que sont toujours les syndicats, même affaiblis et déformés par leur direction bureaucratique, syndicats qui sont, comme on le voit tous les jours, dans la lutte des classes, on le voit dans les rubriques chaque fois dans la tribune du travailleur, des points d'appui pour le combat de la classe ouvrière contre l'exploitation capitaliste. Nous revendiquons, nous qui nous nommons Parti des travailleurs, l'héritage de la Deuxième Internationale. Elle nous a appris pourquoi nous devons bâtir un parti ouvrier séparé, opposé à toutes les formations bourgeoises, un parti de lutte de classe combattant pour le pouvoir politique de la classe ouvrière, pour le gouvernement des travailleurs. Elle nous a appris que ce parti, pour se construire, doit combattre sur tous les terrains de la lutte de classe. L'aide à la lutte de classe directe et la défense de l'indépendance des syndicats ouvriers, donc là on revient sur l'actualité de la charte d'Amiens, mais aussi la défense des libertés démocratiques, la défense de l'école de la République et des services publics en général, la défense du logement social. Elle nous a appris l'utilisation par le Parti ouvrier de tous les moyens dont dispose le prolétariat, dont le suffrage universel et la participation aux élections, même les plus réactionnaires dans certaines circonstances, comme l'a prouvé d'ailleurs l'action du Parti ouvrier social-démocrate de Russie. On peut se souvenir également comment le Parti ouvrier français de Jules Guesde s'est bâti à la fin des années 1880 avec l'appui de la présentation aux élections dans les grandes régions ouvrières. Elle nous a appris, notamment par l'expérience de la social-démocratie allemande, en quoi l'organisation du combat spécifique des femmes travailleuses et des jeunes est un élément central de la construction du Parti ouvrier et de l'Internationale ouvrière, puisqu'il y a eu des conférences internationales, à la fois des femmes travailleuses, mais aussi de la jeunesse qui se sont tenues pendant cette période-là. Elle nous a montré, au moins avant la dégénérescence bureaucratique de sa direction, l'exemple de la démocratie ouvrière, fondée sur la libre discussion, basée sur la confiance dans la capacité de la classe ouvrière organisée à s'émanciper par elle-même. Enfin, la faillite honteuse de la Deuxième Internationale à la déclaration de guerre ne doit pas nous faire oublier la lutte pour la paix et contre la guerre impérialiste qui approchait, notamment, comme je l'ai dit tout à l'heure, les résolutions parfaitement claires des congrès internationaux de Stuttgart et de Bâle, et les manifestations massives en France contre la loi des 3 ans. Ce n'est pas pour rien que nous avons fait figurer Jean Jaurès et sa fameuse phrase « Le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l'orage » sur l'affiche qui proclame ni Poutine, ni Biden, ni Macron, unité des travailleurs du monde entier. J'aurais une remarque, une question aussi, sur un des points que tu as pu développer dans l'exposé avant, sur la question de la charte d'Amiens, parce que je pense que c'est un élément important sur cette période.
la remarque, c'est simplement sur effectivement, je partage ce que tu disais sur l'importance du contenu, hein, je veux dire, qui était à l'époque particulièrement important, le fait de pouvoir fonder une confédération syndicale en France, en plus sur des bases qui sont des bases d'un syndicat de classe, qui clairement revendique l'abolition du salariat. Ça a donné une puissance très importante. Il y a eu des grands mouvements d'ailleurs, hein, initiés même pas une dizaine d'années après. Hein, on peut penser à des grands mouvements de grève générale, par exemple, dans les années 1906-1910. Et simplement, je voulais apporter un élément parce qu'il y a une historiographie qui existe. Beaucoup d'historiens sont revenus sur le congrès d'Amiens, etc. Et on a souvent montré le congrès d'Amiens comme finalement l'opposition entre les courants anarchistes qui voulaient absolument l'indépendance des syndicats vis-à-vis des partis et des différents courants, et d'autre côté des militants de la Deuxième Internationale, des militants du Parti Socialiste qui voulaient absolument la subordination du syndicat au parti. Ça a été des historiens ont beaucoup développé là-dessus pendant des années. Il y a des recherches plus récentes qui ont montré que ce n'était pas le cas. Et des études d'ailleurs précises, des prises de position de différents militants recoupant à la fois parce qu'en fait, contrairement à un imaginaire qui a été formé depuis, il y avait beaucoup de militants du Parti socialiste qui étaient aussi des militants syndicaux et qui, justement, dans le congrès d'Amiens, ont appuyé la décision qui a été adoptée de l'indépendance, justement, du syndicat vis-à-vis du parti. Je pense que c'est une question très importante parce que, et j'en viens à ma question, parce que ça c'est un élément qui maintenant se démontre dans les faits, et je pense que c'est important. Mais la question que je voulais te poser, c'est quelle est un peu la situation actuelle, justement, sur la charte d'Amiens, parce qu'il y a un certain nombre d'offensives qui sont menées dans ce sens-là, mais si tu peux un peu détailler quelle est la situation, et sur cette question justement de l'indépendance des questions des rapports entre partis et syndicats aujourd'hui. Alors, avant de donner des éléments de réponse, d'ailleurs Benjamin pourra en donner pas mal, puisque lui, contrairement à moi, est encore en activité. Donc moi, je ne suis plus trop impliqué là-dedans, bien que je continue à être syndiqué et continue à participer aux instances syndicales, hein, parce que j'ai toujours été militant syndical dans la CGT. Mais d'abord, sur ce que tu disais, en avant, là, sur les aspects historiques, c'est vrai qu'il y a une espèce de vision un peu caricaturale, où il y a d'un côté la CGT, les anards, quoi. La CGT est dirigée par les anards, de l'autre côté les socialistes. Et les socialistes sont contre l'indépendance parce qu'ils veulent assujettir la CGT, et les anards, ils en ont rien à foutre des partis, donc ils veulent que la grève générale. Bon. C'est pas tout à fait comme ça quand même, parce que d'abord dans la CGT, quand on parle du courant anarchiste, anarcho-syndicaliste, il y a eu évolution au niveau anarchiste en France. Il ne faut jamais oublier quand même que le mouvement libertaire, on appelle ça comme ça, c'est aussi un courant légitime du mouvement ouvrier. Hein. Il se trouve qu'il ne participe pas à la création de la Deuxième Internationale, pour des raisons historiques, parce qu'ils ont préféré aller ailleurs. Mais par exemple, en Espagne, il constitue un courant très puissant. Je parlais de la Confédération nationale du travail. Ça a été pratiquement l'organisation la plus puissante du prolétariat espagnol, notamment à la veille de la Révolution espagnole de 1936. Il y a une évolution en France. D'abord parce que le courant anarchiste est extrêmement varié. Ça va des anarchistes individualistes, en passant par les anarchistes communistes, en passant par les bakouninistes, en passant par les pacifistes, etc. Et il y a une fraction des anarchistes, puis tous ceux qui posaient les bombes, là, l'action, vous vous souvenez, la propagande par le fait, etc. Donc il y a eu tous ces éléments-là, et qui fait qu'à un moment donné, une partie du courant libertaire a décidé de s'investir dans le syndicalisme.
Et d'ailleurs, il y a une rupture dans le mouvement anarchiste entre ces anarchistes-là, qui rejoignent le mouvement syndical, et qui va constituer ce qu'on va appeler le syndicalisme révolutionnaire. Le courant syndicaliste révolutionnaire qui va être porté à la tête de la CGT. Pas que des anards d'ailleurs, hein, parce que Victor Griffuel, qui va être pendant longtemps, jusqu'en 1907 je crois, le secrétaire général de la CGT, n'était pas d'obédience anarchiste. Hein. Il venait du blanquisme. Et c'est lui qui, avec 2-3 autres militants, alors la légende dit que c'est sur une table de bistrot, ce que je crois sans peine d'ailleurs, hein, a rédigé donc le projet de charte pour le congrès d'Amiens en 1906, avec d'autres militants, Georges Histo par exemple, qui lui par contre est anarchiste, puis d'autres. Mais ce qui est important, et ce que disait Paul, c'est que ce projet de charte d'Amiens a reçu la quasi-totalité des suffrages du congrès. Or, dans le congrès de la CGT, il y a tout le monde. Pas que les anards. Hein. Il y a tous les courants du Parti socialiste. Que ce soit les guesdistes, qui contrôlent d'ailleurs une grosse fédération, puisque c'est la fédération du textile, hein, Roubaix, Tourcoing, etc. Il y a les allemanistes, il y a les partisans de Jaurès, il y a des anards, pur jus. Enfin, c'est-à-dire que la CGT, c'est pas une organisation anarchiste, c'est même pas une organisation anarcho-syndicaliste, c'est une organisation qui se développe parallèlement au Parti ouvrier, mais qui rassemble quand même tous les courants du mouvement ouvrier en France. Hein. Bon, ça, c'est une première question, je pense, qui est importante sur le syndicalisme révolutionnaire. Dans la SFIO, c'est pareil, hein, tout le monde n'est pas sur la même longueur d'onde. Hein. Il est vrai que Guez est particulièrement sectaire vis-à-vis de la direction de la CGT. Sa politique, il l'a dit, il l'a répété, parce que lui, il calque en quelque sorte la politique de la social-démocratie allemande en France. Comme le mouvement syndical en Allemagne procède de la social-démocratie en France, pour Guez, il faut que ce soit la même chose. En Allemagne, pardon, il faut que ce soit la même chose en France. C'est pas la même situation. Mais il n'y a pas que Guesde. Par exemple, Jaurès n'est pas sur cette position. Édouard Vaillant, qui avant l'unification, parce qu'il y a eu des rebondissements, je vous ai cité 4 fractions, après c'est devenu 2 fractions. Après 1900, c'est 2 fractions, c'est-à-dire le Parti socialiste de France, dirigé par Guesde et Vaillant, si vous voulez l'aile gauche, hein, et le Parti socialiste français, c'est-à-dire qui rassemble les possibilistes, les socialistes indépendants, sous la direction de Jaurès. Mais là aussi, c'est un peu compliqué, parce qu'en réalité, même dans le Parti socialiste de France, Guesde et Vaillant ne sont pas d'accord sur cette histoire d'indépendance réciproque entre partis et syndicats. Guesde, il est pour la subordination du mouvement syndical au parti. Vaillant est contre. Et Vaillant est sur les positions de Jaurès. Les mêmes positions de Jaurès. D'ailleurs, Jaurès, on pourrait en parler beaucoup de Jaurès, hein, réformiste, d'accord, mais en attendant, il ouvre son journal, qui devient le journal, en fait, le journal officieux, mais en fait, le vrai journal de la SFIO, c'est l'Humanité. Hein. Il ouvre le journal, c'est une vraie tribune libre de la lutte des classes. Hein. Quand on parle de l'ATT, tribune libre de la lutte des classes, l'Humanité, c'est une tribune libre de la lutte des classes. C'est-à-dire que les dirigeants ou les militants de la CGT peuvent s'y exprimer comme tous les courants du mouvement ouvrier de l'époque. Donc là, il y a homogénéité ni d'un côté ni de l'autre. Il se trouve que c'est un processus original en France qui tient à l'histoire. Vous savez, je rappelle la fameuse phrase du manifeste du Parti communiste, hein, la lutte de classe est internationale dans son contenu et nationale quant à sa forme. Bon, ben là, on en a une illustration. C'est-à-dire qu'en Allemagne, comme en France ou en Angleterre, on a un courant d'organisation du mouvement ouvrier en partis et syndicats, sauf que suivant les pays, le rapport n'est pas le même. Et donc autant on défend la charte d'Amiens en France aujourd'hui, parce qu'on défend l'indépendance du syndicat, pas seulement par rapport au parti, mais à l'État et à la bourgeoisie, autant pour la même raison, on défend par exemple aux États-Unis le fait qu'un parti ouvrier, un Labour Party, puisse se constituer sur la base des syndicats.
conformément à la tradition anglo-saxonne, par exemple, la tradition anglaise, puisque en Angleterre, ce sont les syndicats qui ont formé le parti et qui continuent à avoir un lien organique avec le parti. C'est-à-dire que dans le congrès du Labour Party, il y a les voix des syndicats. Et nous, on est contre rompre le lien organique entre le parti et les syndicats. Pour la même raison, d'ailleurs. En Grande-Bretagne. En Grande-Bretagne. Et on est pour un Labour Party aux États-Unis fondé sur les syndicats. Alors, un autre truc que je voudrais ajouter, parce que ça aura son importance après pour la séance suivante, c'est que, par exemple, contrairement à l'Allemagne, il n'y a pas vraiment d'aile gauche dans le Parti socialiste en France. Parce que Guesde, je le disais, est très sectaire, et surtout son sectarisme qui s'exprime par rapport aux syndicats, il s'exprime aussi par rapport au fait que son courant est incapable de développer un parti qui combatte sur tous les aspects de la lutte de classe. Par exemple, pendant l'affaire Dreyfus, la position de Guesde, ça va être, de toute façon, nous, on ne prend pas part à ça. C'est une affaire entre bourgeois qui se démerde. Le parti du prolétariat n'a pas à prendre position. Jaurès, au début, il était un peu hésitant. Après, il a défini. Jaurès était hésitant au début, mais en particulier sous l'influence de Guesde. Mais il se dégage de cette influence, en particulier au moment où Zola décide de prendre position, et là, Jaurès, il y va, et il y va. On ne peut pas dire le contraire. D'ailleurs, Rosa Luxembourg elle-même, qui est une adversaire de Jaurès dans l'international, qui représente les gauches, reconnaît que en France, c'est quand même Jaurès qui a raison et qui sauve l'honneur du socialisme français pendant l'affaire Dreyfus, parce qu'il prend en charge la lutte contre la réaction cléricale, militariste, etc., qui est aussi un enjeu du combat de la classe ouvrière en France. Donc il n'y a pas vraiment d'aile gauche. Par contre, l'aile gauche du mouvement ouvrier en France, il est plutôt dans le syndicalisme révolutionnaire. Parce que les dirigeants syndicalistes révolutionnaires, effectivement, méfiants à l'égard de l'électoralisme, conserve une position révolutionnaire sur beaucoup de points. Et d'ailleurs, Trotsky dira plus tard que le noyau syndicaliste révolutionnaire, en fait, c'est l'embryon du Parti communiste en France. Et d'ailleurs, on le verra au moment où l'éclatement de la guerre. Alors, attention, il ne faut pas généraliser. Jouot, qui est syndicaliste révolutionnaire, il va basculer du côté de l'Union sacrée. Mais ce sera pareil dans toutes les tendances du mouvement ouvrier. Ce sera pareil chez les anarchistes. Kropotkin, qui est quand même le pape de l'anarchisme, et pourtant en Russie, basculera sur des positions patriotiques. Jean Grave en France, qui est un des principaux dirigeants, basculera du côté du patriotisme. Jouot basculera du côté du patriotisme avec la majorité de la bureaucratie cégétiste. Voilà. Donc, mais par contre, au moment où les premiers mois, Trotsky qui dit qu'il va chercher les internationalistes qui restent dans le noir avec une bougie à la main, il va trouver la boutique de la vie ouvrière dirigée par Pierre Monat et Alfred Rosmer, qui sont des syndicalistes révolutionnaires et qui regroupent autour d'eux une frange de syndicalistes révolutionnaires. Alors, par rapport à la situation actuelle sur la charte d'Amiens, ce serait très long, parce qu'il y a une évolution constante. Vous savez que le syndicalisme est confronté depuis très longtemps à une offensive corporatiste, notamment depuis l'arrivée de la Ve République, qui est dans son essence, des institutions qui visent à intégrer les syndicats à l'État. De Gaulle s'en cachait pas du tout. Il le disait tout à fait clairement, et qui essaye à plusieurs reprises, dès 1946, le Sénat économique et social. Après, il y a la tentative d'intégrer, par exemple, Botreau, le secrétaire général de Force ouvrière, à son gouvernement. Bon, Botreau refuse. Après, il revient à la charge sur plusieurs aspects. Et puis, il y a le fameux référendum de 69, la fameuse réforme régionale et du Sénat, sur laquelle il revient à la charge. Bon, après, il est battu, donc il se barre. Mais ça continue tout le temps. Et d'ailleurs, en ce moment, vous avez donc le fameux dialogue social, dont on a vu d'ailleurs un certain nombre de fleurons là, dans les mois qui viennent de passer là-dessus. Alors, formellement, la charte d'Amiens figure encore dans les statuts des deux principales confédérations ouvrières, aussi bien la CGT que la CGT Force ouvrière. On y fait davantage référence dans la CGT Force ouvrière que dans la CGT.
Dans la CGT, on y fait référence pour dire que, grosso modo, il y a les deux aspects de la lutte syndicale, c'est-à-dire la lutte pour les revendications et la lutte pour la transformation sociale. Attention, la lutte pour la transformation sociale, ce n'est pas le texte de la charte d'Amiens, l'abolition du salarié et du patronat, l'expropriation des capitalistes. Hein. C'est un capitalisme à visage plus humain, où les travailleurs participent à la gestion des entreprises, ce qui est corporatiste, c'est une position corporatiste, etc., etc. Dans la CGT Force ouvrière, c'est plus... bien que la situation évolue. Bon, il y a eu la politique de la présence, et puis après, il y a eu quand même, de la part de la direction de la centrale réformiste, ne serait-ce que pour la préservation de sa propre organisation, hein, des références plus constantes à l'indépendance réciproque entre les partis et les syndicats, tout simplement parce que la centrale réformiste, pour sa propre préservation, devait s'appuyer là-dessus. Maintenant, après, il y a eu des éléments, en particulier depuis le dernier congrès et l'arrivée de la Fédération des métaux à la tête de la Confédération, ce qui évidemment modifie quelque peu la situation interne. Alors, est-ce qu'il y a des garanties ? À cette question, moi je répondrai qu'il n'y a aucune garantie. La seule garantie qu'on peut offrir, c'est que on constitue un parti ouvrier qui dépend de ses adhérents. Et donc que la direction de ce parti ouvrier doivent dépendre en toutes circonstances de ses adhérents et qu'il y ait un contrôle régulier de ses adhérents sur la direction du parti. D'où la question de la démocratie interne, la question du mandat, la question de l'organisation, parce qu'il n'y a pas de démocratie sans organisation. À partir du moment où il n'y a pas d'organisation, vous savez, les mouvements gazeux là, qu'on connaît pas seulement en France, mais en Espagne, Podemos, la France Insoumise, fait tous ces trucs-là, comme il n'y a pas de congrès, il n'y a pas de mandat, il n'y a pas d'élection, ben ça veut dire que les décisions se prennent ailleurs. Hein. Parce qu'il faut bien qu'elles se prennent quelque part. Dans le parti ouvrier, qui s'appelle aujourd'hui le Parti des travailleurs, donc on a décidé qu'il y aurait un congrès tous les 18 mois, on a pris la décision qu'il y aurait une libre discussion sur l'ensemble des documents qui seront adoptés par le congrès. Il y aura la direction du parti, elle est élue sur la base d'un mandat, et ce mandat, évidemment, il faut qu'on en rende compte à chaque... C'est la seule garantie qu'on peut donner. La seule garantie qu'on peut donner, c'est qu'on construise un parti qui aide la classe ouvrière à s'émanciper par elle-même. Et qui évite donc toute forme de bureaucratisation. Alors attention, hein, il y aura toujours une bureaucratie dans un parti, parce qu'on a besoin d'un appareil. La question, c'est de savoir si cet appareil est contrôlé par la masse des adhérents ou s'il devient incontrôlable. C'est-à-dire s'il passe sur d'autres positions. Comme il y a une lutte de classe, et comme il n'y a que deux classes fondamentales, si on n'est pas du côté de la classe ouvrière, forcément, on bascule soit dans la petite bourgeoisie, soit dans la bourgeoisie. Donc je pense que la seule garantie qu'on puisse donner, c'est de combattre pour l'émancipation des travailleurs par eux-mêmes en établissant ces règles. Pour conclure cette séance, merci déjà, camarades, d'avoir participé, d'avoir pu animer cette séance et d'avoir intervenu dans cette discussion. Donc nous pourrons nous retrouver dans la prochaine séance qui aura lieu le 26 janvier à 19h et qui portera sur la révolution russe et la troisième internationale. En plus, vous avez du bol parce que vous allez avoir la journée d'études. Vous qui avez le privilège douteux d'habiter dans la région parisienne, il y aura la journée d'études le 27 janvier sur Lénine. Ce sera une belle manière d'amorcer la journée d'études en participant à l'école de formation la veille. Et donc, voilà, n'hésitez pas à transmettre aux camarades cette information et à les inviter à s'y inscrire pour participer aux prochaines séances.